Notre travail, c'est d'accompagner la transition du secteur touristique, notamment en territoire de montagne. Et on explore en fait ce vaste sujet du tourisme durable à travers ses différentes dimensions. Et avec Dominique et Christophe, on a construit donc ce programme autour de la question des évolutions climatiques. Donc on a articulé en fait la présentation d'aujourd'hui en 2 temps. D'abord Christophe, que je laisserai se présenter, nous donnera quelques indications sur ces évolutions climatiques, particulièrement en territoire de montagne et chez nous en Savoie. Et puis, je reprendrai la parole ensuite pour identifier la manière dont les offices et les destinations touristiques peuvent se saisir de cette problématique-là pour contribuer à limiter l'impact de ces changements climatiques et s'adapter à la nouvelle donne. Donc, simplement en propos introductif, la vision qu'on a du tourisme en transition, c'est non seulement d'essayer de diminuer l'impact négatif du tourisme sur les territoires et sur l'environnement, mais aussi d'utiliser le tourisme comme un levier de restauration des équilibres et comme un levier à forte valeur ajoutée pour les territoires. Et ça nous semble particulièrement intéressant de réfléchir à ces sujets en ce moment, puisque vous avez tous vécu ces derniers mois un certain nombre de changements assez radicaux qui nous amènent, selon nous, à nous poser un certain nombre de questions. La période qu'on vit et les défis qui s'offrent à nous sont inédits par leur ampleur et leur combinaison. Donc c'est sans doute le moment effectivement de prendre un petit peu de recul, de la hauteur, et de réfléchir à tous ces signaux faibles qu'on identifie, qu'on entend, qu'on voit évoluer, et de se poser des questions sur l'évolution du modèle touristique et de nos destinations de montagne. Alors, pour s'échauffer un petit peu sur la question du climat, on va vous poser un certain nombre de questions. Donc, si vous voulez bien vous rendre dans Klaxoon, pour celles et ceux qui auraient des difficultés, faites-nous signe. Vous allez arriver sur un petit écran d'accueil et il y a 3 premières questions qui vont s'afficher sur l'écran. Et la première, elle consiste à vous poser la question par rapport à votre sensibilité sur les questions des changements climatiques. Est-ce que les changements climatiques, vous y pensez pas du tout? Vous y pensez de temps en temps ou vous y pensez à chaque fois que vous allez engager une action particulière? Alors, je vous invite à choisir la réponse qui correspond le plus à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. On voit les résultats qui s'affichent à l'écran en temps réel, comme vous le voyez. Encore quelques personnes qui n'ont pas voté. On approche du bout. Je ne sais pas si tout le monde est connecté du coup, mais voilà, ça donne un premier niveau. Bon, on voit que personne n'y pense jamais, hein, voilà, donc il y a un niveau de sensibilité qui est là. Et ensuite, 71% des personnes qui ont répondu indiquent y penser assez systématiquement dès que des actions particulières sont engagées. Je vous lance la deuxième. Allez, la deuxième question. Alors là, ça va être cette fois sur un système d'étoiles, hein, donc vous avez l'habitude. Par rapport à cette question des changements climatiques, est-ce que vous vous sentez absolument démunis pour agir? Et là, il faut plutôt rester vers le zéro, ou alors plutôt bien outillé, équipé, sensibilisé, formé. Voilà, ça nous aidera pour voir aussi un petit peu comment vous vous sentez sur ces sujets, si vous avez l'impression d'être outillé ou pas. Ouais, donc on est plutôt autour du milieu, on va dire, milieu du gué. On n'aura jamais 17 participants, Jérôme, parce que toi, tu es dedans aussi. Et voilà. Ok, Donc 14, ça je marche. pense que c'est bon. Donc, j'attends pas Allez, les… 15. Ok, ça roule. Très bien. Donc, seulement 7% a priori se sentent vraiment bien équipés pour pouvoir répondre à cette question. Et le gros se situe donc entre 2 et 3 étoiles. Ça représente grosso modo 70%. Donc, ok, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité sur votre niveau de formation en la matière. Et puis, dernière question, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour vous, ce changement climatique, c'est une menace? Et là, il faut rester vers le zéro, ou une opportunité pour votre territoire ou votre destination? 5 étant une opportunité et 0 étant une menace. OK. Donc, même chose, hein, on est à peu près au milieu du gué, 3,1, donc c'est quand même assez significatif. Il y a 35
des répondants qui se situent entre 4 et 5, donc vers l'opportunité, et seulement 14% qui voient vraiment comme une menace uniquement. Donc, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, et puis on pourra illustrer ça avec nos différents propos. Merci de vous être prêté au jeu de ce petit échauffement. Ça nous permet aussi de bien fonctionner avec Klaxoon. Et puis là, on va retourner sur le Zoom et je vais laisser la parole à Christophe pour la partie introductive sur la compréhension des enjeux relatifs au changement climatique en territoire de montagne. À toi, Christophe. Merci, Jérôme. Voilà, donc moi, c'est Christophe Schex. Donc, je travaille à l'Agence alpine des territoires en tant que chargé de mission sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Donc, j'accompagne les territoires ou n'importe quel réseau qui a besoin d'être conseillé sur cette prise en compte de l'évolution climatique et les manières de s'adapter. Voilà, donc moi, je suis aussi donc climatologue et je passe une petite partie de mon temps en fait à récolter et à essayer d'analyser et à sensibiliser sur la réalité du changement climatique en montagne. Qu'est-ce que c'est, comment ça évolue en ce moment et quels sont les points les plus importants à prendre en compte aujourd'hui et pour anticiper les changements de demain. Donc là, l'intervention de cet après-midi, en fait, va consister pour moi principalement pour vous essayer de vous démontrer en fait que l'évolution climatique aujourd'hui, il y a 2 points qui nous inquiètent, que l'on peut percevoir comme une menace pour nos territoires, pour ces ressources, notamment que l'on utilise dans le cadre de nos activités. Et puis, une première approche de ce qu'est l'adaptation au changement climatique, qui permettra d'introduire en fait tout simplement l'intervention de Jérôme derrière, tout en sachant que moi, je vais me concentrer exclusivement sur les aspects changement climatique, évolution du climat localement et ses impacts, et que évidemment, dans l'avenir du tourisme, il y a énormément d'autres enjeux qui comptent et qui vont compter. Mais c'est important, je pense, sur ce sujet aujourd'hui de l'évolution du climat, notamment parce que depuis quelques années en plus, il y a eu des manifestations qui ont marqué, notamment sur les périodes estivales. Je vais revenir dessus. Durant cette intervention, je vais vous poser 3 questions, un petit peu, enfin voilà, 3 questions un peu de climatologie qui vont introduire en fait les réponses et les enjeux autour de ces questions. Alors, on va commencer donc effectivement cette intervention avec une première question que vous allez trouver sur Klaxoon. Je l'ai lancée, vous devez la voir avec un petit Voilà, rectangle ouais, rose. c'est parfait. Alors, je vais la lire. Alors, la température a augmenté de plus 2,1 degrés en moyenne en France métropolitaine entre 1950 et 2020. D'après vous, cette augmentation atteint quelle valeur sur la même période à Bourg-Saint-Maurice? Plus 1,5 degré, plus 2,7 degrés ou plus 3,1 degrés? Vraiment de la climatologie, c'est comme à la fac là. Petite question. Je précise que techniquement, on ne voit pas qui répond quoi. Donc, on ne saura pas voilà, qui est faux, vrai, peu importe. Voilà. C'est comme à la fac, mais il n'y a pas de note à la fin quand même. Donc là, c'est donc 13, plus qu'une personne. Bon, on va avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour cette intervention. En tout cas, je vous dis tous pratiquement bravo, puisque vous avez effectivement trouvé la bonne réponse. Effectivement, en France, en fait, la température a augmenté donc, en 70 ans là, de plus de 2 degrés, ce qui est assez incroyable dans le sens où, depuis une dizaine d'années, on a vraiment eu une accélération de ce réchauffement en France, puisqu'on était à plus 1,5 rien qu'en s'arrêtant en 2015. Et dernièrement, ça s'est vraiment manifesté de façon importante en montagne, ce qui fait qu'avec un plus de 2,7, on est vraiment l'une des régions dans le monde qui se réchauffe le plus. Le plus 3,1 étant un peu plus haut. Par contre, aujourd'hui, on a la période estivale qui se réchauffe déjà de plus de 3 degrés. Et ce qui est pratiquement 2 fois plus que la période hivernale. Alors, aujourd'hui, moi, je vais essayer de vous parler de sujets. Effectivement, je vous ai dit la température. Là, on commence par la température. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau de la neige, histoire de faire le point sur l'évolution des précipitations neigeuses sur ces dernières années, en lien avec le réchauffement climatique. Et puis, je vous ferai un focus un peu sur l'eau et les problématiques que ça pose aujourd'hui par rapport à l'offre touristique que l'on pourrait développer pour demain.
Petit dessin pour commencer que vous connaissez peut-être, moi je le trouve tout à fait excellent puisqu'il permet, alors que évidemment c'est un scénario totalement catastrophe, c'est pas près d'arriver, c'est pas pour demain, mais ça montre effectivement de façon humoristique la capacité en fait d'adaptation que peut avoir le tourisme et que, en tout cas ici des offres commerciales, mais en tout cas sur le fait que aujourd'hui, strictement rien n'est écrit en termes d'évolution climatique et de la réponse, simplement que les montagnes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui peuvent être durablement affectées si jamais on rentre dans les scénarios les plus catastrophiques du GIEC. Par contre, si on reste sur des scénarios plutôt modérés, il y a de fortes chances en fait que ces impacts puissent être gérés de façon tout à fait bénéfique et qu'on puisse maintenir dans ce cadre l'attractivité de la montagne, tout en sachant que plus la montagne est attractive, plus ça augmente les pressions. Et ça va être un peu cette gestion entre les différentes pressions que peuvent engendrer une montagne attractive qu'on va essayer de voir aujourd'hui, parce que moi, je n'ai pas envie de développer des scénarios totalement catastrophes qui sont en fait tout à fait sans intérêt, en dehors du fait de se dire que pour les éviter, ces scénarios de catastrophe, il faudra évidemment, par contre, travailler sur les causes du réchauffement climatique, c'est-à-dire sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est un enjeu évidemment incroyable dans le cadre du tourisme, et que par contre, sur les conséquences, on a encore des marges de manœuvre tout à fait intéressantes. Donc, on va passer à la diapo suivante, où je vais aller très vite sur l'objectivation de l'augmentation des températures grâce à des graphiques que l'on a sur les Alpes. Vous connaissez sûrement aujourd'hui ces graphiques, simplement pour vous montrer en fait que en ce moment, sur les 5 dernières années, on voit peut-être ma petite souris là, on voit ici alors les chiffres se sont décalés sur la présentation, mais en gros là on est sur 2011, voilà, et puis au fond sur 2020, et en fait on constate quoi? On constate que depuis 5 ans, on a l'impression qu'on est en train de passer sur un nouveau plateau, comme on avait passé un plateau à la fin des années 80. C'est plutôt quelque chose qui n'était pas attendu tout de suite. Et il est bien possible que finalement, le climat dans les 10 ou 20 prochaines années soit se stabilise par rapport à ce nouveau plateau, soit continue en fait son bonhomme de chemin, cette progression. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de certitude sur le modèle disons le scénario qui va se produire, mais vu l'état aujourd'hui des connaissances, il n'y a pratiquement aucune probabilité pour que si nous continuons d'émettre des gaz à effet de serre, on aille sur des scénarios plutôt de refroidissement. Donc on part en fait du principe qu'avec cet historique et avec les connaissances actuelles en matière de réchauffement planétaire, ce réchauffement va continuer et les extrêmes vont continuer d'apparaître de plus en plus, avec de temps en temps des années un peu plus froides, comme on le vit cette année. Et d'ailleurs, c'est une année l'année 2021, qui correspond à une occurrence à peu près de 1 à 2 fois tous les 10 ans. Donc, on verra si ça se confirme dans le futur, mais ce sont aujourd'hui des années plutôt rares. Passons à la diapositive suivante, sur laquelle je décide en fait là de me focaliser sur une période particulière de novembre à février, c'est l'évolution des températures entre 1960 et 2020. Et ce qu'on constate ici, c'est que sur cette période, en fait, je l'ai pris parce que ça correspond en gros à la période où on fait tourner les canons à neige. On se retrouve, alors on voit très bien le passage à un plateau un peu plus chaud à la fin des années 80, début des années 90. Et puis effectivement, depuis une dizaine d'années, on est passé à un régime encore plus chaud. Donc, on a gagné effectivement par rapport aux années 70, on a gagné pratiquement 1,5 degré à 2 degrés sur cette période, vers 1500 mètres. C'est évidemment extrêmement important et c'est ce qui notamment a fait remonter la limite pluie neige de 200 à 300 mètres par rapport aux années 70-80. Donc, pour dire que sur l'hiver, ici, ce graphique nous montre qu'on a un réchauffement qui continue, qui s'inscrit avec des hivers qui sont toujours de plus en plus doux, mais avec de temps en temps des hivers qui sont un peu frais, mais ça devient extrêmement rare d'avoir des hivers froids. Cela, toutefois, vous le verrez, n'a pas forcément son importance actuelle en termes d'enneigement. Par contre, si je prends les températures sur le printemps et l'été, là, on a des graphiques, je ne les ai pas mis, qui sont totalement différents avec une forte augmentation sur les 20 dernières années. Le printemps dans les années 2000 et l'été dans les années 2010.
et une période, donc printemps-été, voire même septembre, qui aujourd'hui connaît la plus forte augmentation des températures, ce qui va avoir un effet tout à fait important en termes donc déjà d'évaporation et d'évapotranspiration de l'eau et de questions de canicule et de sécheresse. Donc, pour l'instant, vous voyez, je vous indique que ce réchauffement des températures va toucher des éléments qui vont être très importants, je pense, par rapport comment dire, à l'attrait de la montagne dans le cadre d'activités touristiques, que sont les questions de confort thermique, de chaleur, d'accès à l'eau et de possibilité d'avoir des hivers bien enneigés en fonction de l'altitude. Donc ça, c'est vraiment les enjeux qui commencent à se dessiner petit à petit. Je passe à la diapositive suivante. Christophe, juste tu as une question dans le chat, je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou après. Je préférerais répondre après si jamais. Okay. Notamment, j'ai vu que c'est une question qui est plutôt scientifique et je ne peux pas répondre comme ça sur le coup. Ça marche. Je les garde. Alors oui, très rapidement, on a simplement des différences entre les années qui sont liées à la variabilité climatique, qui est la somme en fait de facteurs qui varient à tout temps et à toutes échelles, notamment donc c'est tout ce qui est facteur naturel, plus les facteurs qui sont anthropiques. Ce qui est surtout important lorsqu'on regarde sur le long terme, il y a toujours de la variabilité, mais sur le long terme ici, on voit qu'on a quand même le passage d'un plateau à un autre à la fin des années 80. Et ce graphique, je vous le dis, c'est vraiment celui qui est pratiquement le plus plat. C'est-à-dire que sur cette période, le réchauffement, ce n'est pas là où il est le plus fort. Passons donc à la diapositive suivante. Le GIEC a rendu son dernier rapport. Ce qui est intéressant avec ce rapport, c'est qu'on a souvent entendu jusqu'à maintenant que, de toute façon, si on arrêtait demain matin d'émettre des gaz à effet de serre, il y aurait un réchauffement qui continuerait encore sur 20, 30 ans. On ne peut rien y faire, ce qu'on appelait l'inertie, justement, de l'atmosphère vis-à-vis de l'énergie qui est envoyée par les activités humaines. Or, dans ce dernier rapport, on voit que pour atteindre les trajectoires qui nous amèneraient plutôt à des conditions de température globale basse, des actions qui sont menées tout de suite permettent toujours d'atteindre les objectifs de plus 1,5 ou plus 2 degrés. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de fatalité aujourd'hui là-dessus. Il faut vraiment se concentrer sur cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour rester sur les 2 ou 3 courbes qui sont ici marquées très basses, basses ou modérées. Les courbes du dessus à plus 4, voire plus, sont celles en fait, dont on ne va même pas parler d'une certaine manière aujourd'hui. On va s'arrêter vers 2050 parce qu'elles nous emmèneraient dans un monde totalement différent dans lequel il ne sert strictement à rien de se projeter avec des éléments actuels puisqu'on n'a pas cette capacité en fait, de voir comment le monde serait à ces époques-là, à ces horizons-là. Ce qui est intéressant dans ce nouveau graphique, c'est que d'après les experts, on est plutôt sur la ligne du modéré, à plus 3 degrés. Sauf que le souci pour la montagne, c'est que quand on est à plus 3 degrés au niveau mondial, on l'a vu avec la première courbe, est-ce qu'on serait donc à plus 5 ou plus 6 ici, alors qu'on a déjà vécu plus 2,5 ? C'est une grande question. Or là, effectivement, on aurait des impacts qui seraient beaucoup plus forts. On va passer à la diapo suivante, qui va montrer... je fais en fait le focus sur 2 visions planétaires en fait, du réchauffement climatique, 2 modèles qui prennent l'un des pires cas à plus 4 degrés. Et en fait, on constate qu'en termes de précipitation ou d'humidité des sols, si vous regardez bien la zone méditerranéenne et au niveau de l'Europe, on voit très bien que l'Europe est coupée en deux au niveau des précipitations, avec une zone méditerranéenne très asséchée, avec très peu de pluie. Par contre, on va dire au niveau de la moitié à peu près de la France et sur le nord de l'Europe, des pluies qui restent tout à fait normales, voire supérieures. Donc un monde réchauffé, ça ne veut pas dire un monde dans lequel il ne pleut pas, c'est un monde où on a des zones où il pleut plus et d'autres zones où il pleut moins. Donc ça, effectivement, ça pose question en termes de sécheresse, notamment sur la période estivale. Est-ce que donc on n'aurait pas à ce moment-là des montagnes des Alpes du Nord qui petit à petit se transformeraient un peu comme celles des Alpes du Sud, et donc où la question de l'eau, et on le voit dans l'humidité des sols sur l'image de droite, par contre là c'est toute la France en fait qui est affectée par cette question d'humidité des sols, et on sait que l'assèchement des sols c'est vraiment quelque chose de très très compliqué par rapport aux questions d'agriculture, de pâturage et de rétention d'eau. Donc, un avertissement, en fait, là, pour montrer que sur ces graphiques,
la probabilité qu'on aille sur une trajectoire avec plus de chaleur et moins d'eau, elle est de plus en plus forte. Donc, je passe à la diapo suivante. La neige. Alors, justement, je vais vous poser une question sur l'enneigement actuel dans les Alpes. On va passer à la question. J'arrive. Voilà, super. Alors, question, d'après vous, vers 1500 mètres d'altitude dans nos massifs savoyards, quelle différence de cumul de neige totaux a été mesurée entre les décennies 2001-2010 et 2011-2020? Entre guillemets, vous mesurez le cumul des chutes de neige sur l'année. Vous faites la somme sur les 10 ans, entre 2001 et 2010. Vous faites la somme sur 2011-2020 et vous faites la différence. Et vous traduisez ça en pourcentage. Donc, en gros, est-ce qu'on a eu une diminution de 33% des cumuls de neige sur les 2 dernières décennies? Est-ce qu'on a eu une diminution de moins 2% sur les 2 dernières décennies? Ou est-ce qu'on a eu une augmentation de 18% des cumuls sur les 2 dernières décennies, vers 1500 mètres d'altitude, voire plus haut? Je dis 1500 parce qu'en fait, c'est une moyenne des différentes stations de mesure que l'on a, sachant qu'on a peu de données au-dessus de 2000 mètres, mais je vous dirai, on sait en fait quelle est l'évolution de l'enneigement au-dessus de 2000 aujourd'hui. Mais entre 1000 et 2000, ça reste quelque chose qui est assez variable. Voilà, donc on a les 14 votes, et ben, je suis très content parce que vous êtes tous trompés. Et cela, je suis sûr que ça va vous étonner étonnamment. C'est-à-dire que entre ces 2 dernières décennies, on a vu une augmentation en fait, des cumuls de neige de 18% sur l'ensemble de la saison hivernale. Elle a même été de façon importante, voire a même touché 30% de cumul de neige en plus sur les mois de décembre et les mois de janvier. Je vais vous le démontrer avec des graphiques, justement. Alors, on passe, voilà. Alors, ça, cette diapositive devrait peut-être être, elle est un peu en avance, mais entre guillemets, aujourd'hui, on constate que l'on a une fracture altitudinale en termes d'enneigement, c'est-à-dire que tout ce qui se situe en gros dans la zone de fluctuation de la limite pluie-neige avec le réchauffement des températures subit on va dire des phénomènes aléatoires en termes d'enneigement d'une année sur l'autre. Et on peut se retrouver au niveau de la moyenne montagne avec des situations extrêmement difficiles autour de 2005, alors que finalement, au-dessus de 2000-2005, on a toujours un enneigement, on a voire même eu un enneigement qui a été extrêmement bon sur cette décennie. Pourquoi? Si vous regardez la diapositive suivante, tout simplement parce qu'il y a un facteur qui est quand même extrêmement important dans l'enneigement, ça reste la pluie. Première condition pour qu'il neige, il faut d'abord qu'il pleuve en altitude et qu'ensuite, on ait des conditions suffisamment froides au niveau du sol pour que ça se transforme en neige. Or, si vous regardez ces 2 graphiques, qui sont en fait, l'un est celui de gauche est situé, c'est les cumuls hivernaux de précipitations à Embrun. Alors j'ai pris Embrun et Bourg-Saint-Maurice, c'est pour que vous ayez pour vous montrer en fait qu'on a à peu près les mêmes choses sur des zones alpines qui sont plus ou moins éloignées, mais qui sont un peu Alpes du Sud, Alpes du Nord. Et les cumuls hivernaux donc, de précipitations à Bourg-Saint-Maurice. Et vous voyez dans les 2 cas que l'on a un rebond sur sur la dernière décennie par rapport à la décennie 2000-2010. En fait, il s'avère que cette décennie 2000-2010 a été assez sèche, et notamment au niveau de certains hivers, ce qui a fait qu'on a eu vraiment une chute en fait, des cumuls de neige par rapport à la décennie, notamment aux années 80, et puis à certaines périodes des années 90, mais ça a fait que lorsqu'on était en 2010-2015 et qu'on calculait la diminution de l'enneigement, on se retrouvait avec moins 25% de cumul de neige par rapport aux années 60, 70, 80. Mais depuis 10 ans, on a eu une augmentation en fait, de la pluviométrie hivernale, 30% de plus de cumul de pluie, notamment en décembre et en janvier. Et forcément, si vous regardez la diapositive suivante, ça s'est traduit au niveau des cumuls de neige. Donc sur la diapositive suivante, voilà, les cumuls de neige. Et regardez tout simplement ce qui se passe sur le cœur en fait, de l'hiver, c'est-à-dire ici, les cumuls de neige de décembre à février. Si vous voyez la petite courbe en pointillé là, qui est là, qui est tout simplement la moyenne décennale, vous constatez qu'elle prend vraiment un gros rebond sur la fin. Et tout simplement, malgré qu'on ait eu un hiver très peu enneigé en 2017, ça reste quand même une décennie qui est mieux enneigée, et bien plus enneigée que la décennie 2000-2010. On voit très bien avec les différentes barres bleues et jaunes.
Par contre, ça, ce n'est que pour le cœur de l'hiver. Si l'on prend mars-avril, on constate que l'érosion continue, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de rebond en termes de précipitations et que le réchauffement continue. Donc, là, on voit très bien, on comprend très bien en fait notre dépendance à deux choses. Premièrement, une augmentation des températures, même en hiver, qui continue, assez variable, mais en tout cas, ça reste un mouvement de fond. Ça se sent surtout au niveau de la remontée de la limite pluie-neige, qui tend à passer en gros de 1002 vers 1005 et bientôt vers 1007, si on prend encore 1 degré dans les 30 ans. Par contre, on reste extrêmement aussi dépendant d'un caractère totalement aléatoire que sont les précipitations. Et ça fait que c'est un peu comme pour l'été. Hein. Il suffit que vous ayez un hiver très doux avec peu de précipitations. On a vraiment, c'est très compliqué en termes de neige. Mais par contre, même s'il est doux et qu'il pleut beaucoup, à une certaine altitude, on aura quand même de la neige. Tout cela a amené en fait pas mal de monde ces derniers temps à se dire que à partir du moment où les modèles continuent à penser que sur les Alpes du Nord, on pourra avoir des quantités de précipitations en hiver, notamment au cœur de l'hiver, qui seront toujours acceptables, qu'on va finir par une situation dans laquelle la moyenne montagne et la haute montagne seront vraiment soumis à deux régimes très différents. C'est ce qu'on appelle la fracture altitudinale, avec plutôt de la pluie, un peu de neige voilà, vers 1005, et puis au-dessus, plutôt de la neige, voire des cumuls importants. Donc, cette logique-là, elle a été confirmée il n'y a pas très longtemps par différentes études, notamment de Samuel Morin, de Météo France, qui ont été versées au GIEC sur les études régionales des projections climatiques. Et voilà, donc ça nous permet en fait de mieux comprendre et de mieux cibler les zones qui sont plus vulnérables aujourd'hui que d'autres. Après, en termes effectivement d'adaptation à tout ça et d'opportunités ou de menaces, chacun se fera son avis. Personnellement, moi, en termes de menaces et d'opportunités, je pense une chose assez simple, c'est que les menaces, le changement climatique, à partir du moment où il vient modifier en fait en termes quantitatifs ou qualitatifs des ressources que l'on utilise, il faut s'en protéger. C'est une menace, il faut s'en protéger. Et pour s'en protéger, il y a deux façons. C'est soit on fabrique, on invente des solutions technologiques pour conserver la ressource qu'on utilise, ou soit on change de pratique, on se diversifie. L'autre aspect est l'opportunité. Et l'opportunité, en fait, généralement, elle ne nous tombe pas dessus, on ne la subit pas, il faut la saisir. Et s'il y a des opportunités, aujourd'hui, elles sont encore pas forcément évidentes, parce que bien que dans le cadre du climat, on cerne à peu près ici que si en termes de neige en altitude en hiver, ça peut tenir. Si sur l'été, on est plus attractif parce qu'il fait un peu plus frais, certes, c'est une relation directe avec des paramètres climatiques, mais en termes d'opportunités, pour traduire ça réellement, il y a encore beaucoup de travail à côté. Parce que la situation est assez complexe. Je vais y venir dans un second temps. Je vais regarder la diapo suivante et me dépêcher. Sur la question de l'eau, on a aujourd'hui des signaux forts sur le fait qu'il y a quand même un souci qui est en train d'apparaître et qui va apparaître. La pluie, elle tombe, vous êtes d'accord, sur la terre, ensuite elle s'évapore, elle est absorbée par les plantes, ou alors elle s'infiltre dans le sol. Aujourd'hui, on a un gros souci sur la question des pluies qui restent en fait en surface, et notamment dans les rivières. Donc ça peut être important pour l'été, parce que malgré tout, malgré l'alimentation de certaines rivières par des glaciers, on se retrouve sur le printemps et le début de l'été avec un phénomène tout à fait incroyable de baisse des débits sur les 30 dernières années, tout simplement à cause du degré et demi, entre les 1 et les 2 degrés qu'on a pris. Pourquoi ? Parce qu'on a des effets croisés qui commencent à se sentir. À partir du moment où la température augmente de manière assez forte des mois de mars, on a les plantes en fait qui poussent plus vite, qui absorbent de l'eau, les arbres qui poussent plus vite, qui absorbent de l'eau. On a moins de neige et elles font plus vite. Donc, on se retrouve avec ce stock nival qui n'est plus présent au mois d'avril et au mois de mai, sauf les printemps où il neige beaucoup sur la fin du printemps, mais il reste quand même assez rare. Et ensuite, on a plus de chaleur, plus d'évapotranspiration. Donc, le résultat, c'est qu'on a moins 30% en fait en moyenne de baisse des débits entre avril et août sur toutes les rivières des moyennes montagnes. C'est carrément ce que prévoyaient en fait les modèles plutôt en 2050. Donc on le vit déjà. Donc ça, c'est un signal fort de tension possible sur cette eau de surface que l'on utilise lorsqu'on n'a pas accès aux nappes phréatiques, ce qui est le cas généralement en montagne. Passons à la diapo suivante. Pour synthétiser sur les effets du changement climatique, donc on a vraiment une augmentation importante des vagues de chaleur, canicule en pleine, vagues de chaleur en altitude, une réduction de l'enneigement de 25%
sur les 30 dernières années, mais qui a eu tendance un peu à se réduire sur la décennie précédente, des rivières qui baissent, et puis une variabilité météo de plus en plus forte, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez plus d'énergie dans le système, vous vous retrouvez avec des types de temps qui sont de plus en plus différenciés et pas forcément au bon moment dans l'année. Donc, ça, je ne vais pas en discuter aujourd'hui, mais l'approche météorologique, en fait, par rapport au changement climatique, c'est un sujet sur lequel je travaille de plus en plus, notamment pour accompagner les activités météodépendantes, en fait, à intégrer l'évolution justement des caractéristiques météorologiques dans le cadre du changement climatique. Et c'est un aspect qui va être, je pense, de plus en plus intéressant à prendre en compte, notamment en termes de variabilité. Et ça, par exemple, on peut le constater sur les mois de décembre ou les mois de février, si on prend que l'hiver, où franchement, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Un mois de décembre très neigeux ou alors où il ne neige pas du tout. Et les mois de février qu'on a pu avoir dernièrement, qui sont aussi du même acabit. Donc, cette incertitude sur ce qu'on peut attendre, elle est vraiment très importante à prendre en compte. Et tout ça, bien sûr, a des impacts sur les ressources, et notamment sur ce graphique, ce schéma que vous connaissez peut-être, où il est intéressant, c'est qu'on a représenté un paysage pour avoir une vision systémique des effets du changement climatique. On les retrouve un peu partout pour des éléments qui sont plus ou moins forts, mais lorsqu'on fait cette somme, qu'on jette un coup d'œil à l'ensemble de ces impacts, on se rend compte d'une chose, je l'ai noté au-dessus, c'est qu'en fait, tout ça, c'est à cause du réchauffement des températures, et que tout ça est causé soit par l'impact du réchauffement sur l'état de l'eau, qu'elle soit en glace, sous forme dans le permafrost, au niveau liquide, présente dans la végétation, etc. Et que pour résoudre les problèmes de réchauffement, il faut de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, c'est un facteur limitant qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que la question de la gestion de l'eau, elle est totalement primordiale parce que c'est elle qui nous donne ou pas les marges de manœuvre que l'on peut avoir face aux impacts du changement climatique. Diapo suivante. L'adaptation, pour passer à la problématique du constat que j'ai fait jusque-là, l'adaptation, c'est une approche qui permet de réduire les vulnérabilités de nos activités. Alors, il y a plusieurs façons de prendre l'adaptation. Parfois, c'est un terme qu'on remplace par le mot résilience. Parfois, ça ressemble fortement à du développement durable, de la question de la durabilité aujourd'hui. En fait, c'est deux façons de concevoir notre réaction face aux impacts du changement climatique. J'en ai parlé tout à l'heure. Premièrement, on se protège des impacts. Donc, on saisit les opportunités, on se protège des menaces, on innove, on peut construire des protections, on peut changer nos pratiques, on peut changer nos politiques, on peut se diversifier, etc. C'est quelque chose qui est assez classique, qui est assez intuitif. Et je pense que tout le monde aujourd'hui se pose des questions. Quelles sont les solutions pour faire ça, surtout quand on est adapté à des modèles qui ont structuré nos sociétés locales. Par contre, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est dans le fait que toutes les réponses qu'on va apporter par rapport au changement climatique, il faut quand même qu'elles s'insèrent dans une optique de diminuer les externalités de ce qu'on propose, c'est-à-dire des impacts qu'ils peuvent avoir sur ce qu'on va appeler nos facteurs d'amortissement. Alors, c'est quoi ces facteurs d'amortissement? C'est tout ce qui nous protégerait demain des effets du changement climatique au niveau local, parce que cette protection, elle intègre par exemple la rétention de l'eau, elle intègre par exemple les services écosystémiques, elle intègre par exemple la protection contre les risques naturels, etc., etc. Et bizarrement, on rejoint donc cette idée finalement de la durabilité, que cette durabilité, elle est aussi liée dans le cadre de l'adaptation, finalement, à la protection, en fait, tout simplement, de notre environnement et des ressources et des services que la nature nous propose. Donc ça, c'est un raisonnement qui est arrivé, en fait, après toutes les questions qu'on s'est posées scientifiquement autour du changement climatique. Ce n'était pas un prérequis, En fait, ces histoires-là, ce n'est pas des questions d'écolo, c'était derrière qu'il s'est avéré qu'à partir du moment où on a des problèmes de chaleur, d'eau et de biodiversité, il fallait absolument protéger ces facteurs d'amortissement. Et en fait, les réponses à partir d'aujourd'hui que l'on donne pour s'adapter au changement climatique, elles doivent l'intégrer. Et enfin, réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter les impacts futurs, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est la partie atténuation, et je pense que Jérôme en parlera un peu tout à l'heure. Donc, diapo suivante, et en fait, j'ai déjà pratiquement dépassé mon temps, mais sur l'eau,
vite fait, en fait, pourquoi l'eau, on voit que c'est extrêmement structurant. Cette diapositive vous montre un peu tout ce qu'on peut utiliser, toutes les activités qui dépendent de l'eau. Si vous diminuez cette disponibilité de surface de façon importante à cause du réchauffement climatique, et si en plus on se retrouve dans des périodes, on l'a vu avec les projections tout à l'heure, où finalement des précipitations, parce qu'on est plutôt dans la partie méditerranéenne de l'Europe, ça encore, on ne sait pas encore vraiment, hein, mais si c'est le cas, on sera en plus en sécheresse. Donc, grosse problématique par rapport à nos activités. Deuxième diapositive sur l'eau, diapositive suivante. Alors, aujourd'hui, on réagit, je vais vous montrer par exemple, trois types d'adaptation, très rapidement. La première, on peut travailler sur les économies d'eau. Par exemple, au niveau scientifique, on a aujourd'hui des outils comme ClimSnow qui vont vraiment intégrer les projections saisonnières météorologiques pour pouvoir optimiser le plus possible la production de neige de culture. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte à la fois que l'eau, par rapport à la neige de culture, c'est totalement primordial, mais ça assure quoi dans l'avenir avec ces tensions sur l'eau? Heureusement, on est capable de proposer des produits ici qui peuvent optimiser cette gestion, donc diminuer la consommation d'eau. Donc, vous voyez, on a là c'est un peu les deux faces d'une même pièce, mais on se rend compte que cette question de la neige de culture, elle va être de toute façon corrélée à celle de la disponibilité en eau. Diapo suivante. C'est juste là pour une boutade, hein, les glaciers fondent, mais ils laissent des lacs. En fait, l'opportunité, elle est où? Je vous laisse réfléchir. On ne sait pas, mais peut-être qu'il y a plein des gens qui auraient des super idées par rapport à ça. Là, on subit. Vous voyez, c'était vraiment subi. Et puis, la surfréquentation, alors on passe à la dernière, des lieux de refuge. Cette question de la surfréquentation, elle m'interroge beaucoup, notamment lorsqu'aujourd'hui, on parle de tourisme de fraîcheur. Ce sera la dernière diapositive. Parce que l'eau, vous voyez, il fait chaud, les gens viennent parce qu'ils veulent de l'eau. Et puis, si demain, on a des canicules à répétition, il fait 40-45 degrés en bas, les gens voudront venir en altitude, tout simplement pour trouver du froid. Mais personnellement, moi, je ne vais pas visiter, je ne suis pas un touriste parce que je viens chercher quelque chose comme du froid. J'ai besoin aussi d'avoir des activités. Donc forcément, en réfléchissant de cette façon linéaire, on pourrait estimer qu'en montagne, on aurait plein d'opportunités et plein d'activités à développer. Sauf que le problème, encore une fois, ici, sur certains types de chaleur, ces activités sont-elles encore possibles? Moi, je sais que pendant les canicules estivales, plein de personnes qui même étaient à 2000-2500 mètres d'altitude n'arrivaient même pas à faire leurs activités lors des canicules. Petite question pour terminer. Oui, le tourisme de fraîcheur, ça, je pense qu'il faut vraiment mettre ça sur la table aujourd'hui parce qu'on sent une opportunité, mais si on ne réfléchit pas vraiment à ce que c'est que d'avoir 40 degrés, 45 degrés dans une ville et que tout le monde aille en altitude avec ces questions de surfréquentation et ces enjeux de protection de nos ressources, c'est un gros débat, d'après moi, à lancer. Ce n'est pas la question de la surfréquentation ici, c'est vraiment une question de se placer dans un scénario où le réchauffement est déjà là, il est fort. La montagne, est-ce que ça devient un lieu d'opportunité, un lieu de fraîcheur ou un lieu de refuge? Si c'est un lieu de refuge, ce n'est pas la même chose. Donc là, je vais vous poser une dernière question. En 2019, lors de la canicule, le thermomètre montre à 38 degrés le 24 juillet à Chambéry. D'après vous, quelle était la température maximale journalière, ce jour-là, mesurée le même jour à Saint-Christophe-sur-Guye, à 1150 mètres d'altitude dans le massif de la Chartreuse? 35 degrés, 30 degrés ou 26 degrés? Et 50-50, c'est parfait. Et la réponse est 30 degrés. Donc, effectivement, il y a à peu près 10 degrés, 8 à 10 degrés de moins par 1000 mètres d'altitude, mais sauf que c'est 30 degrés à l'ombre. Voilà. Donc, à cette altitude-là, effectivement, les activités sportives, etc., ce n'est pas quelque chose avec ces températures qui deviennent extrêmement attractives. Et donc voilà. Mon intervention est terminée. J'espère vous avoir montré un peu comment cette question du changement climatique peut être abordée suivant aujourd'hui, en tout cas être interrogée aujourd'hui suivant 3 angles. La question de la chaleur et de l'été, et
du tourisme de fraîcheur, qu'est-ce que ça va être vraiment demain. Et puis, la question de l'importance de l'eau, de nos ressources. Et dans ce cadre-là, effectivement, par rapport à tous ces facteurs, comment on se projette dans le cadre du changement climatique et des questions de durabilité. Merci Christophe. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Si vous en avez, on va essayer de garder un temps d'échange à la fin de la présentation. Moi, je vais enchaîner de mon côté sur les outils pratiques et les exemples inspirants qu'on peut mettre en place pour, en tant qu'office du tourisme, en tant que destination, être acteur sur ces sujets. Christophe l'a bien posé. Les enjeux, ils sont à une échelle macro. Ils dépendent aussi des choix politiques que l'on réalise en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il n'en demeure pas moins que nous, professionnels du tourisme, et vous, acteurs des destinations et des offices, on a des leviers d'action qu'on peut utiliser pour essayer de à la fois limiter notre impact, mais aussi trouver des solutions d'adaptation. Alors pour commencer, première diapo, je ne vais pas forcément commencer par une bonne nouvelle, et même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ces évolutions climatiques, elles ne sont malheureusement pas les seules variables en matière de contexte environnemental dans lequel on évolue. Peut-être vous avez entendu parler de l'expression anthropocène. Les scientifiques ont acté qu'on était rentré depuis quelque temps déjà dans une nouvelle ère géologique qui n'est plus forcément décidée par des éléments exogènes naturels, mais par des éléments anthropiques. C'est-à-dire que l'ensemble de nos activités engendre tellement de modifications sur notre environnement par la consommation de ressources, la production de déchets, la modification des écosystèmes, que finalement on est rentré dans une nouvelle ère géologique qui est déterminée par l'action humaine. Et vous le voyez sur le graphique à droite de votre écran, il y a des dynamiciens des systèmes qui travaillent depuis plusieurs décennies, y compris presque 50 ou 60 ans sur ces sujets, qui évoquent tous que l'ensemble de ces interactions, qu'il s'agisse des évolutions climatiques, des consommations de ressources, des productions de déchets, de la modification des écosystèmes et des extinctions d'espèces, que le modèle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, il est en train de basculer vers un certain nombre d'inconnus. Alors, Christophe parlait tout à l'heure des scénarios avec plus 3, plus 4, plus 5 degrés. On a des scénarios qui sont un peu équivalents en matière de biodiversité, de production d'alimentation, de production de services ou de biens industriels et surtout de disponibilité énergétique. Et on se rend compte qu'on a un faisceau de modifications structurelles de notre environnement qui est en train de se préciser avec des bouleversements qui sont importants et qui nous amènent à réagir de manière forte si on veut faire perdurer le modèle que l'on connaît actuellement, en tout cas garder encore une capacité d'adaptation, une capacité d'action au-delà d'un certain seuil, et c'est la même chose que pour le climat. On sera dans un monde tellement différent qu'on se posera sans doute des questions qui seront très éloignées de celles qu'on se pose aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, en matière de climat, et pour les raisons que je viens d'évoquer, on est au-delà d'un engagement moral ou éthique aujourd'hui. On a dépassé ce stade-là, vraisemblablement. On est dans une logique, de notre point de vue, qu'adopter une stratégie climat dans une destination touristique, c'est un enjeu majeur de maintien de compétitivité, d'attractivité et de performance. C'est pas seulement une question idéologique, ça devient un enjeu de compétitivité, ça devient un enjeu d'attractivité compte tenu de l'importance de plus en plus forte de l'engagement de la destination et du choix des clientèles par rapport à des territoires qui font le choix d'un tourisme durable, et puis de performance économique, puisqu'on l'a vu à travers la présentation de Christophe, ces évolutions climatiques, elles sont tellement importantes en montagne avec des filières très météodépendantes que si on n'arrive pas à diminuer ces impacts et puis à s'y adapter, on risque aussi de perdre tout simplement le fonds de commerce qui nous fait fonctionner aujourd'hui. Donc, il y a 3 grandes étapes qui peuvent être mises en œuvre. Je vais me concentrer aujourd'hui dans les quelques minutes que je vais avoir à vos côtés sur les 2 premiers, c'est-à-dire la question de la mesure, je vais y revenir en détail, et puis ensuite la question de la réduction. Il y a aussi la question de l'adaptation, évidemment, avec notamment tout ce qui touche à la diversification des modèles touristiques, à l'anticipation et à l'innovation sur l'offre, mais c'est évidemment difficile de tout traiter dans une intervention d'1h15. Donc, je vais me concentrer aujourd'hui sur ces 2 sujets de mesure et de réduction. Alors, première chose, vous avez peut-être entendu parler de ces sujets-là, mais il y a un outil qui s'appelle le bilan carbone qui a été développé il y a quelques années déjà maintenant par l'ADEME et un certain nombre de scientifiques qui permet de calculer l'équivalent gaz à effet de serre qui va être émis sur un an par une activité, une entreprise, une personne, une destination, une unité que l'on détermine en amont. Et il s'avère que tout récemment, l'ADEME a commandé à un cabinet qui s'appelle Carbone 4 une étude sur le bilan carbone du tourisme en France.
Et ça me semble assez intéressant de présenter ces chiffres-là en introduction de mon intervention, parce que même si évidemment c'est très généraliste sur le tourisme en France, pas spécifiquement en montagne ou en Savoie, ça donne quand même des ordres de grandeur qui sont intéressants. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme en France, en 2018 évidemment, avant la pandémie, c'était quasiment 90 millions de touristes accueillis. Ça représente 7,4% du PIB, mais 11% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que structurellement, le tourisme est une activité qui est assez carbonée, puisqu'elle pèse plus en poids carbone qu'en pourcentage de PIB. Autre indication intéressante à travers cette étude, et là ça ne va peut-être pas forcément vous surprendre, mais le bilan carbone du tourisme en France démontre que le transport est responsable de 77% des émissions du secteur, très largement devant les trois sujets qui suivent, donc l'hébergement, l'achat de biens touristiques et la restauration, et tout ce qui touche à l'événementiel d'affaires, aux pratiques sportives, de loisirs ou de culture. On voit qu'on est sur des impacts qui sont en valeur relative extrêmement faibles par rapport au transport. Et parmi ces 77% de l'impact climatique lié au transport, on a 40% de ces 77% qui sont générés en spécifique par le transport aérien, surtout sur les moyens ou les longs courriers. Ce qui veut dire que, pour être très schématique, un visiteur qui vient de l'étranger émet 4 fois plus de gaz à effet de serre par nuitée qu'un visiteur qui vient de France métropolitaine. On reparlera de cette question un petit peu plus tard. Ce que je voulais illustrer à travers ces diapos, c'est que la première étape qui me semble importante, c'est la mesure. C'est-à-dire que quand on est une destination, un office du tourisme, une entreprise, une organisation, la première étape est déjà de mesurer et de comprendre où sont nos impacts. Parfois, on est surpris. Alors effectivement, il y a des grandes évidences. Quand on fait le bilan carbone d'une destination, vous avez à l'écran l'exemple de la première destination touristique mondiale qui a engagé un bilan carbone sur son périmètre complet, qui est l'Île-de-France. Qui est donc la première destination touristique mondiale, enfin qui l'était en tout cas en 2013, qui a réalisé un bilan carbone de manière assez anticipée. Donc c'est une région qui avait été plébiscitée un peu pour ce choix-là à l'époque. Il y a des choses qu'on ne va pas forcément découvrir. L'impact du transport, en l'occurrence la 91% pour le tourisme en région parisienne, c'est encore autre chose que ce que j'évoquais sur les 77% pour la France tout à l'heure. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'aller caractériser en fait l'ensemble de ces impacts et d'identifier où est-ce qu'ils sont. Parfois, on va avoir des intuitions, mais parfois, on va aussi se rendre compte que ces intuitions, elles sont fausses. C'est l'exemple des questions que Christophe a posées tout à l'heure. On a parfois des fausses bonnes idées, ou à l'inverse, des intuitions qui ne s'avèrent pas tout à fait réelles. Donc, cette question de la mesure, elle me semble vraiment très importante. Et aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de le faire de manière relativement simple et pas forcément trop coûteuse non plus, mais qui peuvent permettre déjà de faire une photo de l'existant. Vous le voyez là sur l'exemple de l'Île-de-France, on a un impact du transport qui est encore plus important. Et puis après, on a l'ensemble du reste des activités qui sont détaillées. Le fait de mesurer, ça nous permettra aussi, on verra tout à l'heure, de mettre l'énergie au bon endroit pour aller réduire là où c'est le plus efficace. Au-delà du bilan carbone, il y a beaucoup d'autres outils qui émergent sur des périmètres différents. Et pour vous donner un exemple, on a le comité départemental du tourisme du Pas-de-Calais qui s'est lancé dans une démarche intéressante du développement d'un outil carbone qui permet de comparer l'impact des différents types de séjours sur le territoire d'un EPCI pilote, le territoire d'Arras, Pays d'Artois. Donc là, c'est vraiment des outils spécifiques, des démarches proactives de destination qui décident de se doter d'outils de mesure. Là, en l'occurrence, l'objectif de cette démarche, c'est de pouvoir comparer en fait l'impact carbone de différents types de séjours touristiques et de différents types de fréquentation en fonction des saisons, en fonction de la durée des séjours, en fonction des activités pratiquées, et qui permettent de mettre l'accent sur le développement touristique qui génère le moins d'impact carbone versus le plus d'impact économique positif sur le territoire. Donc ça, c'est des outils qui visent à éclairer finalement les stratégies touristiques des territoires, quelle clientèle aller chercher, quel type de séjour proposer, et de vraiment être capable d'intégrer l'impact carbone du tourisme dans la décision du positionnement de la destination et des orientations de développement. Je pense notamment à des filières qui vont être poussées parce que moins impactantes d'un point de vue carbone que d'autres, ou certains types de séjours en fonction des saisons et de la provenance des visiteurs. Donc ça, c'est pour illustrer que
il y a, au-delà de faire le bilan carbone de sa destination ou de son office ou de son territoire, il y a des approches un petit peu plus spécifiques qui peuvent être développées. Aujourd'hui, les outils existent pour le faire. Et puis, je reparle d'un outil qui a été évoqué par Christophe tout à l'heure, c'est l'outil ClimSnow. Peut-être certains d'entre vous le connaissent compte tenu de l'importance du tourisme d'hiver sur nos montagnes. ClimSnow, c'est un outil qui a été développé par Météo France et un consortium d'autres acteurs qui permet de travailler très finement sur des projections de conditions niveau météorologique à l'horizon 2100 sur des stations, voire même sur des parties de stations. À l'écran, ce que vous voyez en haut à droite, c'est une station du Haut-Doubs dans les montagnes du Jura qui a fait cette modélisation qui permet de projeter à 2040, 2050 et 2100 l'évolution probable du manteau neigeux en fonction des mois, des saisons, etc. Donc, c'est très important. Là, en l'occurrence, pour cette station qui est la station de Métabier, ça a éclairé en fait des décisions à 20-30 ans par rapport à du renouvellement de parcs de remontée mécanique ou à du renouvellement d'installations de neige de culture. On a aujourd'hui des outils prospectifs qui permettent d'aller très loin dans la modélisation de ce qui est attendu, notamment en matière niveau météorologique. Donc ça concerne les stations. Et c'est aujourd'hui, ClimSnow, c'est un outil qui a été appliqué à plus de 100 stations françaises et le département de l'Isère, nos voisins ont été particulièrement inspirés sur la question puisqu'il y a 23 stations pilotes qui ont été identifiées au niveau du département et qui ont toutes été modélisées avec ClimSnow. Donc, le département dispose aujourd'hui d'une vision assez précise des évolutions projetées de l'enneigement sur ces domaines. Et puis, il y a des études sectorielles qui existent. Il y a beaucoup de ressources qui commencent à émerger et ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport à il y a une dizaine d'années. Le sujet a pris tellement d'ampleur que de nombreux acteurs se mobilisent pour créer de la donnée et réaliser des études spécifiques. Donc, récemment, d'ailleurs, je vous ai mis le lien dans le diapo qui vous sera envoyé via Dominique en clôture de notre séance. Vous retrouvez les liens. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a commenté une étude récemment sur l'impact du changement climatique sur les activités outdoor en montagne. Donc, il y a un rapport d'étude qui a été rédigé dans le cadre d'un programme Alcotra et qui donne un certain nombre de données très intéressantes sur l'évolution de ces activités outdoor en montagne. Alors, on pense évidemment au ski quand on parle de changement climatique, mais pas que. Ont été étudiés l'ensemble des sports d'eau vive, le canyon notamment et le raft, l'alpinisme qui souffre beaucoup aussi des évolutions climatiques parce que ça amène à repenser complètement les courses qui sont réalisables et les saisons, et des activités de baignade, de randonnée, de trail, etc. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, on dispose aujourd'hui d'un certain nombre de matières qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie climat pour une destination touristique. Ces données n'existaient pas il y a peu de temps et c'est intéressant d'aller les consulter. Donc, cet enjeu de mesure, j'insiste un petit peu là-dessus, mais ça me semble vraiment fondamental dans le sens où c'est très difficile d'agir sur ce qu'on connaît peu ou mal. Et donc, la première étape à franchir sans doute lorsqu'on souhaite intégrer la question climatique dans le pilotage de sa destination, dans le pilotage de son office ou de sa politique marketing, c'est déjà de comprendre la nature de ces impacts climatiques, de mesurer la vulnérabilité de sa destination et de son territoire. Évidemment, en Savoie, les enjeux ne sont pas les mêmes au bord du lac d'Aiguebelette qu'à Tignes ou à Val d'Isère. Néanmoins, les impacts et les enjeux, ils sont présents partout. Et là, il me semble que la première démarche, c'est déjà d'essayer de comprendre ces impacts-là et de le mesurer en se dotant d'outils particulièrement fiables qui permettent aussi de mesurer les efforts qu'on va réaliser dans le temps. C'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir une photo de l'existant à un instant T et de mesurer les vertus de ce qu'on met en œuvre dans le temps. Une fois qu'on a mesuré, ou tenté de mesurer en tout cas, le deuxième levier d'action sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est la question de la réduction. Christophe l'a évoqué tout à l'heure, on a tous un devoir de réduction, puisque si on continue à émettre des gaz à effet de serre avec la même intensité qu'aujourd'hui, on s'oriente vers des scénarios d'évolution climatique qui laissent penser que le monde qu'on connaît aujourd'hui n'existera plus et que la question ne sera pas de savoir si on pourra maintenir une activité touristique, mais la question sera de savoir si on peut maintenir une civilisation humaine ou pas. Parce qu'à plus 5 ou plus 6 degrés, évidemment, on est dans un contexte qui est tellement différent que le monde qu'on connaît aujourd'hui n'est plus là. Donc, on a tous cet enjeu de venir réduire notre impact climatique, que l'on soit un individu, un citoyen, un responsable associatif d'entreprise ou un acteur touristique. Et il s'avère que là encore, beaucoup de choses existent et que la France, l'Union européenne se sont dotées de stratégies bas carbone avec des courbes de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont compatibles avec des scénarios
à +2, +3 degrés, qui reste dans l'ordre de ce qui est de l'adaptation du modèle actuel. Donc, vous voyez à l'écran des graphiques issus de la stratégie nationale bas carbone, donc pour la France, avec un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Et pour faire simple, les objectifs qui ont été fixés consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 90 en 2030. C'est-à-dire que dans la décennie qui vient, on a un enjeu de réduction qui est significatif par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qui étaient là dans les années 90. L'objectif étant pour 2050 d'être à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire 0 émission nette. Les émissions de carbone qui seraient liées en 2050 à l'ensemble des activités humaines seraient compensées par des puits de carbone ou par de la captation de carbone naturelle. On pense évidemment à la forêt, mais il y a d'autres manières de capter du carbone, de manière à ce qu'on arrête d'émettre dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on est en capacité d'en capter par les biais naturels, forêt, océan, etc. Donc, on voit qu'il y a un chemin à parcourir qui est très, très ambitieux. Vous voyez que la courbe, elle descend de manière très importante. Et pour ça, il faut être capable de prendre un certain nombre d'engagements. Donc, si on a fait notre travail de mesure en amont, on est capable d'identifier un certain nombre de segments sur lesquels on peut aller gagner des émissions de carbone en changeant nos habitudes, en réorientant nos politiques, en faisant des choix différents, sans forcément perdre en compétitivité, c'est ce qu'on va voir au contraire. Et en l'occurrence, ce fameux bilan carbone de la France qui a été mandaté par l'ADEME, il identifie 3 grands leviers d'action. Le premier, c'est la promotion d'un tourisme de proximité auprès des touristes français. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire pour certaines destinations, notamment chez nous dans nos grands domaines skiables qui dépendent beaucoup de clientèle étrangère. Néanmoins, si on veut avoir une approche carbone, vous l'avez vu tout à l'heure, un touriste étranger, notamment sur du moyen et du long courrier, c'est 4 fois plus de carbone qu'un touriste français, France métropolitaine. Donc, la première grande recommandation au niveau national, c'est celle-là. Le deuxième axe, c'est tout ce qui touche au développement des mobilités alternatives, notamment le covoiturage, le ferroviaire, le vélo, tout ce qui peut permettre de diminuer en fait l'impact du transport qui pèse, vous l'avez vu tout à l'heure, pour 77% au niveau national. Et puis, un troisième levier qui consiste à rénover énergétiquement le parc d'hébergement. Ça, c'est particulièrement vrai en station de montagne. On a des consos énergétiques qui sont importantes. Les bilans carbone qui ont été faits sur les stations de sport d'hiver démontrent que l'impact relatif du parc d'hébergement est plus important. Il atteint entre 10 et 20% pour certaines destinations. Et donc, c'est aussi un levier majeur de diminution de l'impact carbone d'une destination. Donc, on va dire ça, c'est les 3 grandes préco nationales au niveau touristique. Pour les offices, si on zoome un petit peu sur vos métiers et sur les leviers d'action dont vous disposez au quotidien, on a essayé d'identifier un certain nombre d'orientations et de les illustrer à travers quelques exemples. Et la première démarche qui peut être engagée auprès d'une destination, au niveau d'une destination, c'est de s'engager et de se positionner de manière très forte sur cette question des changements climatiques et plus largement du tourisme durable. C'est-à-dire qu'en tant que destination, vous communiquez, en tant qu'office du tourisme, vous portez la plupart du temps la voix de votre territoire, vous animez, vous pilotez les politiques marketing. Et en termes de positionnement, ça peut être particulièrement intéressant de s'engager de manière très forte sur ces questions-là. Ça permet déjà d'être identifié auprès des clientèles, de les impliquer aussi. Alors, l'exemple que je prends aujourd'hui, c'est l'exemple de l'Islande. Vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a une campagne marketing qui a fait grand bruit en la matière. L'Islande a choisi de positionner son marketing touristique autour de la responsabilité de la destination et des touristes, aussi bien en termes de sécurité, parce qu'il y avait pas mal de problèmes d'accidentologie sur ce type de territoire-là, et puis surtout en termes de préservation de l'environnement. Donc, il y a une sorte de serment qui a été développé et que chaque visiteur peut décider de signer ou de valider à son arrivée sur l'île, qui engage finalement le touriste à avoir une approche extrêmement responsable des milieux et des espaces qu'il va découvrir, et qui engage aussi la destination à proposer une offre touristique qui soit compatible avec les ressources environnementales de l'île. Donc, c'est un exemple qui démontre qu'une destination a la capacité aussi à communiquer de manière très forte, à prendre la parole sur ces sujets et à s'engager de manière extrêmement tangible à réduire son impact climatique, par exemple, à atteindre une neutralité carbone et à s'engager plus globalement à garantir le côté responsable et durable du tourisme qu'elle déploie.
Toujours dans cette dimension marketing, on voit de plus en plus fleurir des campagnes de tourisme de proximité, c'est-à-dire que c'est le deuxième grand jeu. Quand on élabore une stratégie marketing, on définit aussi nos cibles et nos marchés. Et là, il y a un enjeu majeur à relocaliser en fait, nos marchés touristiques. Alors encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire pour certaines destinations. Néanmoins, la pandémie nous l'a montré, miser sur la proximité, c'est aussi diminuer sa résilience par rapport à des enjeux même pas que climatique, hein, tout simplement une disponibilité énergétique, des enjeux géopolitiques, sanitaires, comme on l'a vécu et on le vit encore aujourd'hui. On s'est rendu compte que c'est parfois le tourisme de proximité qui avait permis de sauver ce qui pouvait être sauvé, en tout cas, sur certains territoires touristiques, et qui avait un véritable sens aussi à se rapprocher des clientèles de proximité, a fortiori quand on a la chance d'avoir des bassins de population dans un isochrone de 2 ou 3 heures qui sont très importants en volume. Et donc là, l'exemple que vous voyez à l'écran, c'est la campagne bien connue maintenant de Van Ronalp Tourist qui s'appelle Partir ici, avec un petit site internet et une plateforme qui ont été développées avec des idées de séjour pour les urbains de la grande région, qui sont aujourd'hui perçus comme des réservoirs de clientèle touristique pour des courts séjours ou des séjours plus longs, intra-régionaux, qui permettent d'aller notamment travailler les ailes de saison, mais aussi venir compenser des pertes de fréquentation de clientèle plus lointaine qui sont empêchés pour différentes raisons de venir sur site. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un levier de 1 à 4 en matière d'impact carbone. D'accueillir un touriste intra-régional ou même sur du tourisme domestique par rapport à du moyen long courrier, rien qu'avec cette action-là, on peut diviser par 4 l'impact carbone du séjour sans toucher au reste. Donc, il y a un véritable enjeu aussi dans le choix des clientèles cibles et du coup des offres qui vont avec, de la politique de communication, de marketing, des opérations ciblées qui peuvent être menées. Le deuxième enjeu nous semble vraiment autour du choix des clientèles et des marchés. Et puis toujours en matière de marketing, c'est vrai que les offices du tourisme ont la plupart du temps un rôle, comme je le disais, très structurant en matière de marketing, y compris de la production d'outils, hein, outils print, outils web, réseaux sociaux, etc. Et là, il s'avère que ces activités-là, elles ont aussi un impact carbone important. Je n'aurai vraiment pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui de l'impact carbone de tout ce qui est numérique, mais avoir un site internet, être présent sur les réseaux sociaux, produire une quantité importante de documentation papier, tout ça, ça a aussi un impact carbone. Donc là, il y a un levier d'action aussi, ce qu'on va appeler le marketing vert pour être simple, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives qui existent, à la fois sur les services numériques et sur le papier, et qui consistent aussi à aller venir diminuer un petit peu l'impact carbone qu'on va générer en tant qu'office à travers notre politique de communication et de marketing. Il y a beaucoup de leviers qui existent, et là encore, on peut en faire soit une contrainte en essayant de suivre un certain nombre de standards, soit au contraire être particulièrement innovant en la matière. Il y a plein de choses qui existent et qui peuvent aussi différencier la destination et lui donner une image plus vertueuse, en sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, les clientèles sont aujourd'hui de plus en plus attentives à la politique environnementale des territoires sur lesquels ils décident de passer leurs vacances. Et puis, je termine avec d'autres sujets un petit peu plus éloignés du marketing, mais sur lesquels les offices peuvent avoir la main. Il y a un enjeu qu'on a déjà traité dans un webinaire, Dominique l'a dit tout à l'heure, au mois de mars, sur les questions de mobilité. La mobilité, on l'a vu, c'est 77% de l'impact carbone du tourisme en France, c'est jusqu'à 90% sur certaines destinations. Donc, en l'occurrence, il est important d'investir ce levier. Alors, en l'occurrence, c'est parfois difficile quand on est sur un périmètre office d'aller travailler sur la question de la mobilité pour accéder à la destination. Par contre, une fois qu'on y est, il y a des leviers qui sont très intéressants à aller chercher, notamment en matière de mobilité une fois qu'on est sur place. Donc, vous voyez quelques exemples à l'écran, je ne les reprends pas. Le webinaire, il est disponible, je pense, Dominique, le support, il doit être là. Et puis, c'est un webinaire qui avait été enregistré aussi, donc il peut être en replay si vous le souhaitez, si vous n'avez pas pu participer. Donc, j'en dis pas plus là-dessus. Et puis ensuite, il y a la question des offres. Et là, pour le coup, c'est un chantier de longue haleine, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on peut avoir des résultats intéressants. Et là, les deux leviers qu'on a, c'est déjà essayer de décarboner les activités touristiques importantes de la destination. Donc, la décarbonation, elle va passer, par exemple, par la mise en place d'énergies de substitution aux énergies qui sont émettrices de gaz à effet de serre. C'est aussi l'occasion de diminuer sa vulnérabilité par rapport aux évolutions du prix de l'énergie qu'on connaît actuellement. Donc, vous avez quelques exemples à l'écran de domaines qui ont investi dans des énergies renouvelables pour les remontées mécaniques ou notamment dans l'hydrogène vert pour les engins de damage. Et puis, il y a un énorme chantier autour de la
rénovation énergétique du parc d'hébergement de loisirs. Donc ça, c'est vraiment des exemples de décarbonation. C'est-à-dire, en gros, on fait les mêmes activités, mais on s'emploie à diminuer leur impact carbone et l'intensité des émissions de gaz à effet de serre. Et puis la deuxième manière de voir les choses, c'est d'organiser, de développer massivement les activités et les services touristiques à basse intensité carbone. Donc, on a plein d'exemples à l'écran. La question de l'itinérance et des loisirs doux, du slow tourisme, tout ce qui touche au patrimoine culturel, gastronomique, aux productions locales qui sont souvent aussi plébiscitées par les clientèles touristiques, au tourisme scientifique ou participatif qui émerge, où on fait participer les clientèles finalement à des activités d'études, de préservation de l'environnement naturel. Bref, d'aller investir assez massivement sur des relais en fait, d'activités touristiques qui, eux, sont bas carbonés et qui peuvent permettre de créer une économie de complément, de substitution parfois aussi, notamment par rapport au déficit d'enneigement qu'on évoquait tout à l'heure, et qui peuvent augmenter l'attractivité ou la compétitivité d'une destination sans forcément peser très lourd dans son bilan carbone. Et puis, il y a un dernier outil qui me semble intéressant à envisager, c'est la question de la compensation. Alors là encore, ce sera difficile d'engager le débat aujourd'hui, mais simplement, vous savez qu'on peut aussi compenser nos émissions de carbone. Et nous, on aime bien cette approche de dire qu'on a essayé de réduire au maximum tout ce qu'on pouvait réduire. On n'arrivera pas à zéro. Par contre, on peut jouer sur l'aspect puits de carbone qu'on voyait sur mon graphique tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut contribuer à financer ou à faire émerger des projets qui permettent de diminuer en fait, l'impact carbone global en allant chercher des projets de compensation. Alors, il y a plein de choses dans ma diapo qui disent que ce n'est franchement pas une solution à l'alpha et l'oméga. Il y a plein de limites à la compensation, y compris d'ailleurs le côté finalement où on se dédouane en disant j'ai fait mon chèque à une association qui va planter des arbres en Indonésie et du coup j'ai fait mon job. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là que je l'évoque parce que ça me semble être peut-être pire que le mal quelque part, parce que les projets de compensation ne sont pas toujours sérieux et il y a plus de 80% des projets de compensation qui ont une faible probabilité d'atteindre les objectifs fixés, parce que évidemment, quand on plante des arbres aujourd'hui, ils ne vont pas capter du carbone tout de suite, ils vont mettre en gros une vingtaine d'années pour le faire. Par contre, on pense qu'il peut y avoir des compensations très locales en montagne sur des projets de renaturation, sur des projets avec des associations locales qui impliquent les habitants, qui impliquent les acteurs économiques de la station ou des territoires touristiques, et que ça peut être intéressant qu'une partie des budgets d'un office, d'une destination, d'une société de remontée mécanique soit mis au profit d'actions de compensation au sens large, sans forcément que ce soit une tonne pour une tonne, mais en tout cas des actions de renaturation qui contribuent à préserver ces fameux actifs qu'évoquait Christophe tout à l'heure, tous ces amortissements possibles pour garantir que l'activité touristique, elle contribue aussi à sa part d'effort pour garantir l'attractivité de la destination et la viabilité du territoire de montagne. Et donc, pour synthétiser, pour conclure mes propos, ça laissera quelques minutes pour ceux qui ont encore un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Aujourd'hui, le climat est un enjeu majeur et incontournable pour une destination touristique, quelle qu'elle soit, quelle que soit son altitude, quel que soit son modèle économique. S'intéresser au problème, c'est déjà une partie de la solution. Donc, vraiment, j'insiste sur l'importance de mesurer et d'analyser ces enjeux, de compter, de comptabiliser et de mesurer. C'est vraiment le premier step à franchir pour engager une stratégie climat. Et puis ensuite, se doter d'objectifs clairs et construire cette stratégie climat qui consiste à aller identifier l'ensemble des économies carbone qu'on peut faire sans nuire à la compétitivité de la destination, bien entendu. Mais ça peut être fonder une stratégie et des outils marketing sur une stratégie qui soit climato-compatible, œuvrer à une mobilité décarbonée vers la destination et au sein de la destination, décarboner les activités touristiques qui sont trop impactantes aujourd'hui, miser sur les offres bas carbone et puis plus globalement engager une mutation vers un modèle touristique et économique plus diversifié, plus responsable d'un point de vue du carbone et aussi plus résilient par rapport aux crises que l'on connaît et que l'on va nécessairement connaître à l'avenir. Je m'arrête là puisqu'il est l'heure, Dominique. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et puis peut-être qu'on peut lancer un petit temps de questions. On a quelques questions à vous poser aussi sur Klaxoon pour conclure, mais peut-être avant, pour ceux qui ont encore un peu de temps et des questions, Christophe et moi, on est à votre dispo pour y répondre. Merci. On a aussi un dernier petit point, Klaxoon. On trouvait intéressant que vous réagissiez aussi à la fin sur comment vous vous sentez en un mot vis-à-vis de ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Donc, je vous lance le petit mot là, voilà, sur Klaxoon. Vous devez pouvoir rentrer un mot, valider. Donc, voilà, la question, c'était en un mot, comment vous sentez-vous vis-à-vis des enjeux évoqués aujourd'hui suite à cette présentation marathon qui contenait pas mal d'informations. Donc, je vous laisse prendre le temps de
voilà, d'écrire un petit mot et n'hésitez pas aussi en même temps à poser vos questions plus sur le fond ou voilà, sur la présentation dans l'espace Zoom. Pendant que vous répondez, j'en profite pour remercier Jérôme et Christophe de tous les éléments que vous aurez apportés aujourd'hui. C'est vrai, comme disait Marie, c'était un petit peu un marathon, mais c'était très dense, mais c'était passionnant aussi parce que il y avait beaucoup d'éléments. Alors, on vous les mettra à disposition. D'une part, le replay, donc partagez-le largement, prenez le temps de le revoir. Ainsi que le support, on vous laisse à disposition aussi. On vous demandera seulement de ne pas sortir des éléments isolés parce que parfois, hors de leur contexte, on peut faire dire beaucoup de choses au graphique et à la fois des choses qui ne voulaient pas dire à la base. Donc, laissez bien tout ça dans son ensemble et n'hésitez pas aussi à nous demander si vous avez besoin de ressources, de plus d'informations, de contacts. Donc, on se fera un plaisir de vous transmettre tout ce qu'on pourra vous transmettre sur ce sujet. On voit à l'écran les mots apparaître, je pense que tout le monde doit le voir. Et c'est assez, je trouve, en ligne avec ce qu'on retrouve habituellement après des interventions ou des formations sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a la posture de, effectivement, le côté assez anxiogène du sujet qui pose un certain nombre de questions en fait, sur l'avenir de nos sociétés humaines et en particulier de nos territoires de montagne. Et puis à l'inverse, parfois des réactions plutôt d'engagement ou de volonté de s'engager. Et c'est très intéressant de voir voilà, les mots sensibiliser, concerner, conforter, motiver, j'ai vu aussi quelque part. Voilà, c'est aussi effectivement, ce que je dis souvent en conclusion, c'est qu'on est dans une phase un peu charnière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux, on les a compris, on les a mesurés. On a encore un petit peu de temps pour agir, c'est-à-dire que tout n'est pas joué. En gros, les évolutions entre des scénarios à 3 à 4 degrés et puis des scénarios à 5 ou plus, on a encore la main là-dessus et ça peut tout changer. Donc, c'est effectivement important de s'en préoccuper très sérieusement dès aujourd'hui. Il y a une forme d'urgence, mais c'est aussi intéressant de voir qu'on a encore les leviers d'action et qu'on peut décider de faire les choses un petit peu autrement. Par contre, ça nécessite vraiment de s'engager très fortement et de prendre le problème à bras-le-corps avant qu'il soit hors de contrôle. Merci Jérôme, je crois que ces quelques mots résument quand même bien voilà, l'état d'esprit alors des personnes présentes ici, mais globalement notre réseau, on peut être que concerné donc forcément. Alors merci de tous les éléments donc, qui participeront au fait que tout le monde y soit sensibilisé et que cette thématique rentrera forcément dans tous les projets touristiques à venir à l'avenir, que ce soit au niveau des offices de tourisme ou des territoires. Donc, merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. On vous met très vite tous ces éléments à disposition et on espère vous revoir sur un prochain sujet. Et on vous nommera aussi les prochains sujets qui pourraient vous intéresser justement à développer sous cette forme-là ou sous d'autres formes au niveau du réseau. Merci à tous, bon après-midi, bonne neige, bonne saison aussi, beaucoup de courage parce que on sait encore qu'on ne va pas partir des choses toutes simples. Mais voilà, vous êtes tous prêts à relever les défis, donc on y croit. Au revoir à tous et à bientôt. Merci Jérôme et Christophe et Marie aussi voilà, pour l'assistance technique. Merci. À bientôt. Merci Dominique.